Il est temps de répondre à vos questions. C'est la FAQ du mois de juillet et aujourd'hui on va parler d'orchidées bijoux, de Paphiopedilum et plus généralement de questions sur tout ce qui est entretien de vos orchidées et utilisation de matériel spécifique. Voilà, vous savez tout, on commence maintenant et il y en a un sacré paquet. La première question vient de Camille et elle est sur les Phalaenopsis. Je viens d'adopter ma toute première Phalaenopsis et je souhaite savoir si c'est possible de la cultiver suspendue en racines nues ou si c'est réservé pour d'autres espèces. Alors, un Phalaenopsis, c'est une espèce épiphyte, c'est-à-dire qu'elle pousse sur les arbres, donc en théorie, vous pourriez très bien la cultiver en racines nues. Cependant, l'entretien sera beaucoup plus compliqué que si vous la mettez dans des écorces de pin. Généralement, ce sont les Vandas qu'on cultive en racines nues parce qu'elles peuvent rester plus longtemps sans être arrosées par rapport aux Phalaenopsis. Les Phalaenopsis ont des feuilles qui, perdent plus rapidement de la substance s'ils ne sont pas arrosés correctement. Les Phalaenopsis ont aussi des racines qui sèchent beaucoup plus rapidement que les Vandas et donc vous risquez la catastrophe avec votre Phalaenopsis. Ceci étant dit, si vous avez envie de tester, il n'y a aucun souci. Par contre, il faudra être très assidu avec les arrosages, c'est-à-dire qu'il faudra l'arroser, je pense, quasiment tous les jours. Mais pourquoi pas, vous pouvez tester. Et si ça fonctionne bien, n'hésitez pas à m'envoyer des images. J'aurais bien aimé voir ce que ça donne en termes d'expérience. Franck nous pose une question sur les engrais. Tu utilises quoi comme engrais liquide ou en poudre? Subsidiaire, tu utilises du charbon de bois comme substrat. Alors, par rapport aux engrais, aujourd'hui, j'utilise deux types d'engrais différents. J'utilise cet engrais en poudre que j'achète chez les orchidées de la Belle Étoile. Donc, c'est un 2-2-2 avec des oligo-éléments. Je pense que ça doit être un engrais qui vient de la marque Peter. Et donc, on en met 1 gramme par 1 litre d'eau. Et je l'utilise à peu près toutes les 2 semaines, voire 3 quand j'oublie. Et ça fonctionne plutôt bien. Il faut faire attention, c'est un engrais qu'il vaut mieux diluer un maximum parce que j'ai constaté des petites brûlures sur les racines en utilisant cet engrais parce qu'il est assez fort pour les orchidées. Autrement, j'utilise de l'osmocote. C'est l'osmocote que j'utilise qui vient d'un site qui s'appelle plant.com. C'est un engrais à diffusion lente. Donc j'en mets quelques billes dans les pots. Alors attention, ça dépend des orchidées. Sur les Phalaenopsis, j'en mets que s'il y a de la sphaigne dans le pot et j'en mets dans toutes les plantes qui ont un substrat qui retient un petit peu plus l'humidité. Dans un substrat sec, ça marche pas très bien. C'est un engrais qui est beaucoup plus léger que celui que je vous ai montré précédemment et qui a aussi beaucoup d'oligo-éléments. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais en tout cas, c'est un osmocote qui, pour moi, est de très bonne qualité. Concernant le charbon de bois, eh bien non, je ne l'utilise pas comme substrat. Par contre, j'en mets quand je fais des terrariums. Donc, ça évite l'installation de moisissures dans mes terrariums, ça fonctionne plutôt bien. Frédéric nous pose une question qui est très intéressante. On voit sur YouTube plusieurs vidéos montrant des fleurissements incroyables d'orchidées avec des astuces de grand-mère. C'est-à-dire en ajoutant au substrat peau de banane, eau de riz, marc de café. Selon vous, est-ce efficace? Selon moi, ces méthodes, elles sont efficaces de manière très, très, très limitée. Si vous utilisez une de ces méthodes, elle va probablement apporter des bénéfices à votre plante, mais ça ne suffira pas. Je vous conseille très fortement d'utiliser des engrais qui sont expressément faits pour les orchidées. Pourquoi? Parce que en utilisant ces engrais, normalement, vous avez les nutriments et les oligo-éléments dont les orchidées ont besoin pour se développer. Quand vous utilisez une de ces méthodes de grand-mère, vous allez apporter un peu de phosphore ou de nitrate à vos orchidées, mais pas de manière régulière et pas dans les quantités nécessaires. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez avec vos orchidées. De mon côté, je n'utilise pas ces méthodes parce qu'elles ne sont pas magiques et parce qu'elles ne vont pas vous donner un résultat optimum comparé à des engrais qui sont faits pour ça. Alors, on va passer maintenant aux questions sur les orchidées bijoux parce que vous en avez pas mal.
Et je comprends parce que ce n'est pas une famille qui est facile à gérer. Donc, c'est parti pour la première. On commence avec Sadia qui demande: qu'est-ce que cela signifie quand les feuilles de mon orchidée bijou deviennent roses et molles? Comme pour les phalaenopsis, les orchidées bijoux, elles perdent aussi certaines de leurs feuilles. Souvent, ce sont les anciennes feuilles, elles en perdent quelques-unes chaque année. Et au lieu de devenir jaunes et séchées comme les phalaenopsis, eh bien, elles deviennent molles et rouges. Ça peut être un problème, dû par exemple à un manque d'arrosage ou de surarrosage, mais ça peut être aussi tout simplement la plante qui fait disparaître des feuilles anciennes dont elle n'a plus besoin. Donc, je vous conseille de garder un œil sur vos arrosages, sur la santé générale de votre plante. Si elle continue à pousser et que rien n'indique qu'il y a de la pourriture ou que la plante manque d'eau, eh bien, c'est juste que ce sont des feuilles anciennes qui vont tomber naturellement. Deuxième question sur les orchidées bijoux d'Isa qui me demande: j'ai des orchidées bijoux et je vois des petites fourmis qui se promènent dans la mousse qui recouvre le substrat. Est-ce que je dois m'inquiéter de la présence de ces fourmis? Alors, déjà, c'est très étonnant d'avoir des fourmis dans un terrarium parce que s'il est fermé et qu'il est dans votre maison, on ne sait pas trop comment est-ce que ces fourmis sont arrivées là. Alors, les fourmis, elles sont pas gênantes si elles ne sont pas accompagnées de nuisibles. Parfois, on dit que les fourmis nourrissent les cochenilles farineuses. Donc, si votre plante n'a pas de cochenilles farineuses, je dirais que c'est pas très grave d'avoir des fourmis, puis elles vont certainement partir à un moment donné si elles trouvent pas ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire de la nourriture. C'est surprenant parce que c'est vrai que quand il y a des fourmis avec des orchidées, en général, elles viennent pour la sève sucrée que produisent les orchidées. Sur les orchidées bijoux, elles produisent pas tellement cette espèce de sève sucrée. Du coup, je sais pas trop ce qu'elles peuvent bien faire là. S'il y a pas de cochenille farineuse, il y a pas pour moi de point d'attention. Après, il faut garder un œil toujours sur ces plantes pour être sûr de ce qui se passe. Je dirais que si vous ne voyez pas de différence sur votre plante, il y a pas de raison d'essayer de s'en débarrasser. Et une dernière question sur les orchidées bijoux de Marjolaine. J'aimerais savoir quel substrat faut-il pour une orchidée bijou. Je ne sais plus quoi faire, je suis en train de la perdre. Alors là où j'ai mes meilleurs résultats avec mes orchidées bijoux, c'est un substrat où je mélange du terreau pour des plantes tropicales avec de la perlite. Donc ça fonctionne extrêmement bien avec des Ludicia ou Discolor ou avec le Spider-Man, par exemple. Elles sont pas très demandantes en termes de substrat. Par contre, si vous avez du Macodes ou si vous avez d'autres espèces qui sont un petit peu plus compliquées, dans ces cas-là, j'utilise ce même substrat que je complémente avec un tout petit peu de sphaigne parce que parfois les substrats pour plantes tropicales, ils ont du mal à rester hydratés. Donc la sphaigne permet de garder une humidité un petit peu plus relative. Et sur ce substrat, je rajoute de la mousse vivante dans laquelle j'installe mes orchidées bijoux et elles se plaisent beaucoup mieux. C'est vraiment la solution idéale pour moi. Après cette mousse, chez moi, il faut que je la change à peu près tous les 2-3 ans parce qu'avec les sécheresses de l'été et l'humidité de l'hiver, parfois elle meurt. Donc il faut que je la renouvelle de temps à autre. D'ailleurs, en ce moment, j'ai pas mal de mal avec mon Macodes parce que mon Macodes était très serré et très développé, donc c'était une énorme plante. J'ai décidé de libérer la plante en la divisant pour essayer d'avoir des morceaux qui ne moisissaient pas parce que la plante était tellement serrée que certaines nouvelles pousses pourrissaient comme elles étaient encaissées à l'intérieur de la plante. C'était une mauvaise idée. C'était une très mauvaise idée. J'aurais dû garder ma plante comme elle était et faire plus attention à mon niveau d'humidité. Voilà, mais on apprend de ses erreurs. Heureusement, j'avais fait des grosses divisions, donc je vais pouvoir refaire mon terrarium avec de la mousse bien vivante et un nouveau substrat pour remettre ça à jour. J'ai encore deux-trois questions sur des phalaenopsis auxquelles on va répondre et puis après on passera aux questions sur les Paphiopedilum. Alors, la question de Nathalie: j'ai plusieurs phalaenopsis dont certains que je cultive en eau. As-tu des conseils pour ce mode de culture? Merci. Alors, j'ai cultivé, il y a très longtemps, quelques orchidées en eau quand celles-ci avaient des soucis avec leurs racines. Ça m'a permis de recréer un système racinaire en mettant la motte au-dessus de l'eau. Pas tout à fait à l'intérieur, je pense que j'avais une ou deux racines qui étaient plongées dans l'eau,
mais le reste de la motte était au-dessus et ça permettait d'avoir un environnement beaucoup plus humide que dans mon appartement ou dans ma maison à l'époque. Alors, on le sait, les orchidées sont des épiphytes. Elles poussent donc sur les arbres, sans substrat, et surtout, elles ne poussent pas les pieds dans l'eau. Donc ce n'est pas une méthode de culture pérenne pour ces orchidées. Alors on peut imaginer les utiliser pour justement recréer un système racinaire et après les replanter. La méthode de culture en eau, elle n'est valable que pour un temps très limité. J'ai fait un test. Au bout de 2 ans, mes orchidées sont mortes en cultivation en eau. Elles n'ont pas supporté puisqu'elles ne sont pas faites pour ça. Quelques petits conseils si vos orchidées sont dans l'eau cependant. N'oubliez pas de rajouter de la nourriture à vos orchidées. Ce n'est pas parce qu'elles sont dans l'eau et peut-être que vous utilisez de l'eau du robinet, donc elles ont accès à un certain nombre de nutriments. Cependant, il va leur en manquer et c'est aussi ça qui peut faire que votre orchidée va dépérir plus rapidement, c'est le manque de nutriments. Alors, comme vous allez mettre de l'engrais à l'intérieur de l'eau dans laquelle elle va être, n'oubliez pas de diluer un maximum votre engrais pour en donner une toute petite dose, pour ne pas boucher les spores de vos racines. Donc je dirais au bout d'une journée, il faut enlever l'eau et la changer pour mettre de l'eau claire, sans engrais, pour éviter d'avoir des soucis. Mais mon plus gros conseil, c'est ne gardez pas vos orchidées de manière permanente dans de l'eau, elles ne sont pas faites pour ça. J'ai une question de Samuel qui me demande comment est-ce que je fais pour récupérer mes plantes en perdition. Ça va dépendre du type d'orchidée qu'on va vouloir sauver. Mais en général, on peut tester la méthode de l'ICU, donc du sauvetage en péril, en utilisant un bocal avec de la sphaigne. Donc il est possible de la dépoter, de la nettoyer, de couper toutes les racines qui sont pourries et en mauvais état et d'installer le reste de votre orchidée sur de la sphaigne. Alors, n'essayez pas de mettre de la sphaigne trop autour du collet puisque vous risquez d'avoir de la pourriture, mais posez-la juste sur de la sphaigne pour qu'elle ait une humidité ambiante qui lui permette de redévelopper des racines, de reprendre de l'humidité à travers ses feuilles, sans être complètement encaissée à l'intérieur de la sphaigne. Il faut juste la poser, la mettre dans un pot où les bords remontent un peu plus pour essayer de faire en sorte que l'humidité soit au maximum sans que la plante ne soit mise dans un nouveau substrat. Et ça, en général, ça marche au bout de quelques semaines, de quelques mois. Il faut beaucoup de patience pour qu'une orchidée reprenne de la vigueur, surtout quand elle a perdu toutes ses racines. Mais encore une fois, ça dépend des types d'orchidées. Ce type de sauvetage fonctionne avec des phalaenopsis, ça peut fonctionner avec des Sensidium aussi, ça fonctionne pas avec tout le monde malheureusement. Et je crois que c'est la dernière question sur les orchidées en général. Et celle-ci, elle vient de Sylvie qui me demande, pour le rempotage des orchidées, à quoi sert l'osirie? Alors, l'osirie, c'est un stimulateur de croissance. Moi, j'ai jamais utilisé ce genre de produit, mais je sais que certains collectionneurs utilisent des produits du type Osiryl quand on fait du rempotage, par exemple. Donc, c'est un produit qu'on peut utiliser au moment où on transplante la plante dans un nouveau substrat pour booster la croissance des racines et que la plante s'implante plus rapidement dans son nouveau substrat. Donc, c'est une possibilité. C'est un test que je n'ai jamais fait. C'est probablement quelque chose dans lequel je vais me lancer bientôt. Mais il y a différents types de produits qui font ça. Il y a aussi des produits à base d'algues qui font pas mal ça. Et je sais que dans les pays anglo-saxons, ils utilisent beaucoup ce genre de produit. Alors, moi, j'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais si vous avez testé et avez des retours sur cette utilisation, n'hésitez pas, je serais très curieuse de savoir ce qu'il en est. Ok, donc maintenant on commence les questions sur les Paphiopedilum. Alors la première, elle est de Joran et il me demande comment vont tes Paphiopedilum car le mien est dans un état... Donc j'aimerais bien savoir son entretien. Alors, si tu as envie de tout savoir sur l'entretien des Paphiopedilum, n'hésite pas à regarder la playlist sur les Paphiopedilum et tu vas voir plein de vidéos sur comment est-ce que je les cultive et comment j'en prends soin. Mais pour répondre à ta question, alors j'ai des Paphiopedilum qui vont bien et des Paphiopedilum qui vont un peu moins bien. Pour commencer avec les Paphiopedilum qui vont bien,
J'en ai mis dehors cet été et on en reparlera la semaine prochaine parce que je vais faire une vidéo sur les orchidées en extérieur. Franchement, de les mettre à l'extérieur en été, c'est vraiment un bon plan. À l'intérieur, ici, alors ça dépend. J'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises et je vous montre pourquoi. Donc au niveau des bonnes surprises, j'ai 2 Paphiopedilum qui ont fleuri au mois de mai et aujourd'hui, on est le 28 juillet et ils sont toujours en fleurs. Pour celui-ci, ça fait 2 mois et demi qu'il est en fleurs. C'est assez extraordinaire et le deuxième qui est toujours en fleurs, je vois parce qu'il est juste à côté de moi, je vois que la fleur est en train de sécher. On est le 28 juillet et j'ai vu sur Instagram que la fleur avait démarré au début du mois de mai. Donc ils ont vraiment tenu 3 mois. Par contre, voici 2 petites tristesses. Là, j'ai mon Paphiopedilum henryianum. Vous vous souvenez peut-être de cette plante qui était vraiment incroyable. Et elle est petit à petit en train de sécher. Donc c'est une plante que j'avais achetée en format bébé, qui avait très bien poussé, qui a fleuri l'année dernière et je sais pas, j'ai la majorité des éventails ont pourri et il me reste celui-ci donc il est en train de faire une nouvelle feuille sur cet éventail-là. Il a les feuilles du dessous qui sont en train de sécher. Je suspecte que les racines à l'intérieur du pot ne soient pas terribles vu la façon dont il bouge aussi. Donc c'est un Paphiopedilum qui va pas très bien en ce moment. J'essaye de l'arroser mais pas trop pour ne pas, apporter de pourriture non plus. J'essaye de l'arroser par le bas pour que ça monte par capillarité et que j'évite de mettre trop, d'eau au niveau de l'éventail. Mais, je suis pas très sûre de m'en sortir avec celui-là. Je comprends vraiment pas. J'ai dû faire une erreur à un moment donné et mettre de l'eau à l'intérieur des feuillages et c'est ça qui a dû faire pourrir la moitié de la plante. Alors, les autres, Paphiopedilum que j'ai un peu de mal, mais ça j'ai toujours eu un peu de mal, ce sont des Paphiopedilum qui sont de base plus difficiles, à tenir, en environnement comme le mien. Ce sont des, botaniques qui poussent en Chine et au Vietnam, dans la nature. Donc ça, ce sont des paphios qui sont, un petit peu plus demandeurs et qui ont besoin, de soins un petit peu différents. Je n'ai pas encore trouvé la solution pour leur donner les soins dont ils ont besoin. Donc celui-ci, c'est le Micranthum. Vous voyez, il a pas fait grand-chose depuis que je l'ai, à part, une feuille jaune et je vois à l'intérieur qu'il y a une toute petite feuille qui est en train de pousser aussi donc peut-être, peut-être que, on va avoir, une évolution là-dessus mais en tout cas, on voit très bien que au niveau racinaire, il y a pas grand-chose qui s'est passé jusqu'à maintenant et que c'est un patio qui est plutôt, en période, de stress qu'en période de «je suis content et je grandis». Et tu me demandes aussi comment diviser des pseudobulbes. Alors, je suspecte que ça ne soit pas en lien avec, les Paphiopedilum, mais plutôt avec, des oncidiums. La base d'une division, c'est qu'il faut normalement un minimum de 3 bulbes sur chaque plante. Comme ça, tu es assuré d'avoir suffisamment, d'énergie dans chaque plante pour qu'elle survive et qu'elle reprenne la croissance et qu'elle se développe de nouveau. Il faut éviter les toutes petites plantes avec un seul bulbe. C'est un peu dangereux, à part si vous avez des énormes bulbes, bien sûr. Là où vous avez beaucoup de nourriture, effectivement, ça peut marcher avec un seul bulbe, bien sûr. Je l'ai déjà fait, je vous mets la vidéo d'ailleurs dans le coin. Mais pour diviser une plante, il faut toujours un minimum de 3 bulbes pour être sûr de son coup. Une deuxième question de Bénédicte sur les Paphiopedilum. J'ai fait une erreur de débutante, j'ai coupé la tige de mes 2 Paphiopedilum. Pensez-vous que je vais pouvoir avoir de nouvelles tiges et si oui, comment? Sinon, elles me font de nouvelles feuilles. J'ai entendu dans cette vidéo qu'il faut les rempoter tous les ans. J'ai du terreau si botanique à orchidées. Dois-je rajouter de l'engrais après le rempotage? Merci pour toutes ces réponses. Ça fait beaucoup de questions. Alors, on commence. Pensez-vous que je vais pouvoir avoir une nouvelle tige? Alors oui, tu auras des nouvelles tiges florales. Chaque année, ton orchidée va créer de nouveaux éventails. Et ces nouveaux éventails vont grandir, grandir, grandir. Et quand ils ont atteint la taille maximum, ils feront une nouvelle tige et ils feront des fleurs. Alors sur les Paphiopedilum, ça dépend de l'espèce que tu as. Il faut savoir que certains de mes Paphiopedilum ne fleurissent que tous les 2 ans, puisqu'ils ont besoin de 2 ans pour créer leurs nouveaux éventails. Et il y en a d'autres qui poussent très vite et qui ont besoin seulement d'1 an pour fleurir et pour refaire une nouvelle tige florale.
Tu as très bien entendu aussi sur le fait qu'il faut rempoter les Paphiopedilum une fois par an. Alors c'est si tu peux, c'est mieux, ils aiment être rempotés. Le substrat, Cybotanica, il a déjà de l'engrais qui est inclus dedans, il me semble, si je me trompe pas. C'est ça, il y a bien de l'engrais à l'intérieur de ce substrat, donc il faut pas lui donner d'engrais tout de suite, ça ne sert à rien. N'hésite pas à leur redonner de l'engrais que 2 mois ou 3 mois après avoir rempoté avec ce substrat-là. Et maintenant, Marie a une question sur un Paphiopedilum Pinocchio. Malheureusement, je n'en ai plus en fleurs en ce moment, c'est surprenant. Ma question concerne un Paphiopedilum Pinocchio que j'ai commandé et la fleur était infectée de cochenilles blanches. Alors ça arrive très souvent. Je l'ai traitée et bien évidemment, celle-ci est tombée et j'ai dû couper la tige. Alors pourquoi est-ce que tu as dû couper la tige? Est-ce qu'elle a commencé à noircir? Parce que si la fleur est tombée et que la tige était bien verte, tu aurais pu garder ta tige et elle aurait refait des fleurs. Évidemment, si elle a commencé à sécher, il faut couper la tige bien évidemment. J'ai également rempoté pour éviter la propagation à mes autres orchidées et dû couper les feuilles du bas car jaunes. Puis-je signaler ce problème où je l'ai commandé? Je suis vraiment déçue. Bien sûr, bien sûr. Si vous avez commandé chez un producteur pro, n'hésitez pas à envoyer un petit email pour leur dire que dans la plante, vous aviez des cochenilles et que la plante est en train d'en souffrir. Alors, sur les feuilles qui jaunissent, ça peut être dû du coup au rempotage et aussi aux cochenilles, mais si tu n'en as pas trouvé sur les feuilles, je pense que c'est plutôt la plante qui, au moment de la transplantation dans son nouveau pot, a eu besoin de plus d'énergie et donc a utilisé ces feuilles-là pour se redonner un petit coup de boost et c'est comme ça que les plantes perdent leurs feuilles. Tiens-nous au courant, mais effectivement, n'hésite pas à contacter le producteur pour lui dire qu'il y avait vraiment un problème avec la plante. Et une toute dernière question pour cette FAQ de juillet, c'est celle de Gabriel. Alors, il y a 4 questions et pas des moindres. Comment se porte ton Paphiopedilum malipoens? Alors, je commence par celle-ci. Mon malipoens, il ne va pas bien du tout. C'est comme celui-ci. Mais en fait, au moment de préparer ma vidéo, j'ai remarqué quelque chose. Je pense que c'est cuit pour moi. Tu m'as fait regarder de plus près mon Paphiopedilum et je pense que, eh bien, il est dead. Regardez un peu l'état. On voit que les feuilles sont en train de pourrir au cœur. Je pense que là, ça va être cuit pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je suis vraiment pas douée avec les botaniques. Il va vraiment falloir que je fasse des recherches et que je fasse les choses un peu mieux que ça. Il y a vraiment que le Dolenati chez moi en botanique, de enfin type, vietnamien et chinois qui fonctionne bien. Je suis un peu triste. Après, avec quelques mois de recul, es-tu satisfaite de ton nouvel humidificateur? Carrément, je suis super satisfaite. Pendant les périodes où il faisait plus de 30 degrés, à l'intérieur de mon espace de culture, je n'ai pas arrosé trop fortement. Donc ça m'a permis de garder une humidité à 60 et j'ai vu que les plantes, eh ben, elles ont vraiment, vraiment apprécié cette humidité. J'ai remarqué par contre que pour atteindre 60, il a fallu que je mette l'humidificateur au maximum, alors que j'ai une pièce qui fait 15 mètres carrés si je me trompe pas. Donc je pensais qu'en mettant à 60 ça allait atteindre 60 dans la pièce, mais non, il a fallu que je le mette au maximum pour atteindre entre 60 et 70. Les 6 litres, bah, c'est super. Bon, quand il fait très chaud, bah, les 6 litres, ils y passent dans une journée. Mais au moins, j'ai pas besoin de remplir 2 fois par jour, ce qui est quand même un gros point fort. Et puis quand je vais partir, je vais le mettre à moins pour qu'on atteigne 50 d'humidité pour éviter de tomber à 30 et que ça fasse un peu mal. Donc je vais le mettre à 50 comme ça il va durer plus longtemps et ça devrait le faire, avec ça. Puis j'ai aussi une petite nouveauté que je peux vous montrer. Hop, vous allez le voir, il est ici. Donc j'ai acheté aussi ce ventilateur, de plafond qui est vraiment très, très utile. Alors ça fait un petit peu baisser, la température relative, c'est pas vraiment vrai, au thermomètre, mais on a une sensation de fraîcheur et surtout, bah, les orchidées, ça leur permet de sécher plus rapidement, d'avoir, moins les pieds dans l'eau, dans des périodes où il fait très chaud et ça, c'est, hyper intéressant parce que, voilà, c'est dans ces moments-là qu'arrive, ce genre de problème.
Tu as essayé les 2 modes, brume chaude et brume froide? Si oui, lequel utilises-tu le plus et est-ce que ça dépend de la saison? Oui, c'est ça. J'utilise le mode, brume froide pour l'instant, parce que, ça permet un peu de rafraîchir, aussi, il y a pas de doute. Brume chaude, on verra peut-être qu'en hiver, ça me permettra de réchauffer justement l'atmosphère, mais pour l'instant, je l'ai pas utilisé en brume chaude. J'ai mis que la brume froide. Une question pour les orchidées bijoux. On entend souvent que trop d'humidité et une mauvaise circulation d'air plus endroits clos finissent par provoquer de la pourriture bactérienne et ou fongique. Comment fais-tu pour éviter ce problème? Oui, c'est vrai, c'est absolument vrai puisque les orchidées bijoux ont vraiment une tendance à pourrir très rapidement. Comment je fais? J'utilise des enclos qui ne sont pas à 100 fermés. Tous les, terrariums que j'utilise, ils ont des trous pour laisser passer l'air. Ça permet d'avoir une circulation d'air même si elle est, faible. Ça me permet quand même d'avoir, de l'air. J'ouvre bien évidemment les cloches de temps en temps pour avoir un renouvellement complet. Mais vraiment la façon dont ça marche le mieux, c'est d'avoir un enclos qui n'est pas complètement hermétique. Ça, à 300. Après, il y a des orchidées bijoux qui sont extrêmement sensibles et là, c'est pas possible. En fait, dans des enclos, elles vont forcément pourrir. J'ai fait quelques tests avec des, plantes très spécifiques qu'on trouve pas dans le commerce, générique et c'est vrai que certaines, elles ont pas du tout résisté à mon environnement. Sans cloche, c'est trop sec et avec une cloche, c'est trop humide et ça pourrit. Malheureusement, je crois pas avoir de solution pour, ces plantes parce que je ne peux pas avoir une humidité ambiante qui soit à hauteur de 60-70 toute l'année, tout le temps. Ça, je peux pas. Donc je sais qu'il y a des plantes que je vais pas pouvoir avoir à cause de ça. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'était une très longue vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la hyper. Il suffit de, en dessous de la vidéo, de taper sur les 3 petits points et de choisir la petite étoile filante. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois. Ça permet à ma vidéo d'être remontée dans un classement des nouveaux créateurs. Et ça, c'est quand même super chouette d'être découverte de plus en plus. Je vous remercie beaucoup. Le mois prochain, on recommence. Il y a encore plein de questions, par rapport, au concours des 5000 abonnés. D'ailleurs, les 2 personnes qui n'ont pas encore réclamé leurs plantes, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo. J'ai laissé un commentaire sous votre commentaire et j'ai toujours vos orchidées qui vous attendent. Voilà, allez, à bientôt, bonnes vacances et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Salut!